Allez, on ouvre la boîte à outils, c'est l'actu de votre patrimoine et on est avec Benoît Lombard de La Place. Bonjour. Bonjour Antoine. Alors, on va parler d'un placement qui concerne quasiment la moitié des Français. La moitié, oui, 50 millions de Français qui ont des chiffres toujours plus impressionnants. Contrat d'assurance vie, et oui, bien sûr. Mais s'il y a 50 millions de Français, c'est 2000 milliards quand même sur 5800 millions, 5800 milliards d'épargne, pardon. 2000 milliards, c'est important. Mais s'il y a des souscripteurs de contrats d'assurance vie, c'est parce qu'il y a des bénéficiaires. Donc il y a autant de bénéficiaires qu'il y a de souscripteurs, peut-être un petit peu moins, puisque bien sûr ça peut se recouper. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'il y a 5500 contrats d'assurance vie souscrits par jour. C'est 5500 par jour. C'est énorme. On va retenir ça, c'est le chiffre du jour de la journée, 5500. Ouais. Et il y a des bénéficiaires. Et donc ça, le point important du contrat d'assurance vie, c'est cette stipulation pour autrui. C'est le fait qu'un souscripteur souscrive un contrat pour son nom, bien sûr, puisqu'il peut racheter le contrat en cas de vie. Mais en cas de décès, il y a un bénéficiaire, à supposer qu'il soit désigné, on va en reparler, qui appréhende les capitaux d'essai. Et cette désignation bénéficiaire fait qu'il y a un lien direct qui naît entre l'assureur, donc qui est le promettant, qui promet de verser les capitaux au bénéficiaire désigné par l'assureur, qui est le stipulant, comme on dit. Et c'est ce lien, cette fiction juridique fait que entre l'assureur et le bénéficiaire, il y a un lien direct et duquel découlent les avantages juridiques, et puisqu'on connaît, ça sort de la succession, ce n'est pas inscrit dans l'acte de la succession, et puis on connaît les incidences fiscales agréables qui en découlent, c'est-à-dire un avantage fiscal successoral important quand on a moins de 70 ans, et puis après 70 ans, encore aussi, qui est important, mais même s'il est un peu plus ténu. Mais on rappelle, c'est vraiment la désignation du bénéficiaire qui est le paramètre clé, tout autant que celui de on va prendre date. Voilà, tout autant que la prise de date du contrat. Bien sûr. Et donc, je vous dis, les articles du Code des assurances, c'est l'article 132.8 et suivant du Code des assurances, ils disent que s'il y a un bénéficiaire qui est désigné, qui est déterminé ou déterminable, alors déterminé, c'est qui ? Eh bien, c'est vous, Antoine, que je nomme sur mon contrat. Vous avez de la chance. Merci. Et déterminable, c'est mon fils, malheureusement, c'est pas vous. Donc, vous n'êtes pas ce lien de parenté. Et donc, il faut qu'il soit déterminé ou déterminable. Mais s'il ne l'est pas, si on a un oubli, si on omet de porter une mention, on parlera de la clause classique après, eh bien là, du coup, ça se rattache à la succession, puisque la stipulation pour autrui n'existe pas. On n'a pas stipulé pour une tierce personne qui n'est pas inscrite dans le contrat d'assurance vie, ou dans les avenants, ou par testament, puisqu'on a trois facultés, bien sûr, de désigner ses bénéficiaires. Donc, très important, n'oubliez jamais de rattacher le bénéfice de votre contrat à quelqu'un qui est déterminé ou déterminable. Donc, c'est la clause standard, on verra qu'on peut l'adapter, mon conjoint à défaut, mes héritiers par parts égales, etc. À défaut, mes héritiers, parce que si malheureusement tout le monde est amené à décéder dans un accident fortuit d'avion ou je ne sais, il faut pouvoir rattacher le contrat à la volonté non équivoque, nous dit la Cour de cassation, du souscripteur de affecter les capitaux en cas de décès à une personne qu'on puisse être déterminée ou déterminable, comme je le disais. Et puis, on peut changer. On peut changer de bénéficiaire en cours d'exercice du contrat. On peut changer, et ça, c'est un point qui est fondamental, puisque vous pouvez, bien évidemment, souscrire un contrat à un âge 40, 45 ans. Et puis, au gré de l'évolution de votre patrimoine, au gré de l'évolution de votre situation familiale, de l'arrivée d'enfants, de petits-enfants, eh bien, vous pouvez adapter la clause bénéficiaire sans pour autant que ça remette en cause la date à laquelle vous avez souscrit le contrat. On se souvient que quand on a moins de 70 ans, on a l'exonération de 152 500 € par bénéficiaire. Mais vous pouvez changer alors que vous auriez 75 ans, 76 ans, 80 ans, après ce 70 ans, les bénéficiaires, en les faisant rattacher à la fiscalité qui primait au jour où vous avez alimenté votre contrat. Et ça, c'est un point important qu'on oublie trop souvent. Adapter la situation de votre contrat à votre situation patrimoniale, familiale, et bien évidemment, à votre volonté qui peut, au fil de l'eau, être modifiée. Question bête, parce que le cas doit se présenter assez peu, mais je suis bénéficiaire, je suis désigné bénéficiaire d'une assurance vie. Est-ce que j'ai le droit d'y renoncer ? Alors, c'est une excellente question, mon cher Antoine, c'est loin d'être une question bête. Bien sûr, vous avez la faculté, mais vous pouvez y renoncer au jour où ce droit est acquis. Et est acquis quand ? Il est acquis au moment de la signature. Non, au moment du décès de souscripteur assuré, puisque le souscripteur peut modifier à tout moment. Je vous désigne bénéficiaire, je modifie après, vous acceptez un contrat alors que vous ne l'êtes plus bénéficiaire. Donc, c'est au moment de l'événement décès de l'assuré que vous pouvez accepter le contrat. Mais vous avez le droit d'y renoncer. Et ça, c'est un point qui est très important. Supposons que vous ayez mis, par exemple, par hypothèse, votre époux comme bénéficiaire du contrat. Et puis, au jour de l'événement malheureux, votre épouse étant relativement âgée, vous décédez à un âge avancé, elle n'a pas besoin de ses capitaux,
Et elle préférerait que le bénéficiaire de substitution, que le bénéficiaire de second rang puisse appréhender ses capitaux. Eh bien, elle renonce au contrat et le bénéficiaire de second rang, ou les bénéficiaires de second rang, appréhenderont les capitaux. Ce qui est très important. Et cette renonciation n'est pas un acte translatif de propriété, l'acte abdicatif de la renonciation ne vaut pas transmission entre le bénéficiaire de premier rang et le bénéficiaire de second rang. Donc vous pouvez renoncer et puis décider d'affecter les capitaux aux bénéficiaires de second rang sous la volonté, non pas uniquement du souscripteur assuré, mais également du bénéficiaire de premier rang qui décide je ne les veux pas. Oui. Et vous pouvez très bien aussi, des clauses à option, comme on dit, dire que le bénéficiaire de premier rang aura la faculté d'opter pour 100%, la pleine propriété par hypothèse, ou 50% pleine propriété et puis 50% de mon bon-fils, ou 25, 75, bref, des quotités qu'on peut déterminer et qui sont à la libre appréciation du bénéficiaire de premier rang. Et là encore, ce n'est pas un acte abdicatif, et donc ce n'est pas un acte translatif, pardon, c'est un acte abdicatif. Effectivement. Comment bien faire en sorte que tout soit explicite? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait auprès de son banquier? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait auprès de son notaire? Enfin, quelle est la bonne recette pour qu'il n'y ait jamais aucune ambiguïté et que les choses se fassent de manière carrée? C'est fondamental ce que vous dites, puisque vous pouvez nommer, bien évidemment, les bénéficiaires au jour de la signature du contrat. Vous pouvez les modifier par avenant. Vous pouvez les modifier par testament. Et la Cour de cassation nous dit que ce qui est important, c'est que le caractère de la volonté de l'assuré de déterminer un bénéficiaire soit non équivoque et certaine. Et vous pouvez très bien griffonner sur un bout de papier qui vaudrait testament le fait que vous êtes bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, un enfant par hypothèse, tandis que dans le contrat initial, on avait prévu que c'était par exemple le conjoint bénéficiaire de premier rang. Qu'est-ce qui prévaut dans Eh bien, ce qui prime, malgré le fait, ou dit la Cour de cassation, ça c'est très important, le 3 avril dernier, 2025, c'est tout récent, elle nous dit que ce qui prime, c'est la dernière volonté du souscripteur, malgré le fait que la compagnie d'assurance n'ait pas été avisée. D'accord. Donc, la compagnie d'assurance n'étant pas avisée peut verser les capitaux aux bénéficiaires désignés dans le contrat, alors même qu'il y a un testament qui irait à l'encontre, par hypothèse. Eh bien, le bénéficiaire de premier rang, il va restituer les capitaux à la compagnie d'assurance pour qu'ils soient versés à celui qui est désigné le dernier, puisque c'est le dernier qui prime, et qui est désigné par un testament non connu de la compagnie d'assurance. Donc, attention, bien évidemment, le conseil, informer la compagnie d'assurance pour se retrouver dans des situations aussi désagréables que celles que je viens d'évoquer et qui étaient jugées le 3 avril dernier par la Cour de cassation. Très intéressant, hein. Oui, c'est vraiment la boîte à outils, hein, la boîte à outils. Cette rubrique. Mais oui, effectivement, être vraiment vigilant vis-à-vis de ça, parce que ça peut paraître un peu contradictoire ou antithétique, mais on est vraiment dans ce cas de figure, hein. C'est la dernière volonté qui va primer. Merci infiniment, Benoît Lombard. Vous reviendrez à nous parler des assurances vie. Antoine, quand vous voulez. Continuez d'alimenter cette boîte à outils pour bien préparer ces placements et surtout les placements de long terme.